Merci en tout cas de m'avoir invité. Et je vais me présenter, bien sûr. Donc, je m'appelle Jean-François Noubel, et ça fait 20 ans, même un petit peu plus, que je fais de la recherche dans un domaine qui me passionne absolument, et qui, je pense, passionne beaucoup de gens, à savoir l'intelligence collective. Alors, l'intelligence collective, ça a évolué vers une discipline de recherche à part entière, qui justement cherche à comprendre, à voir comment fonctionne le vivant social. Le vivant social, ça veut tout dire. Ça veut dire des écosystèmes, ça veut dire une fourmilière, ça veut dire nos cellules ensemble qui constituent notre corps, ça veut dire un gouvernement, un État, des multinationales. En fait, dès qu'on va avoir deux êtres, deux bactéries, deux fourmis ou deux humains, jusqu'à des millions et des millions d'êtres qui font les choses ensemble. Et vous imaginez bien que dès que l'on met des êtres ensemble, il y a forcément une économie. Et donc, quand j'ai commencé mes recherches, vraiment à 100% de mon temps, au début des années 2000, j'ai commencé en fait une double recherche. Il y avait vraiment quelque chose qui m'obsédait. D'une part, j'avais l'obsession de comprendre ce qui fait un collectif, pourquoi l'intelligence collective existe et quelle forme il y a, donc de commencer à analyser comment ça fonctionne. Et puis l'argent. Alors l'argent, ça m'intéressait à plus d'un titre. D'une part parce que, comme beaucoup, j'avais une relation passionnelle avec l'argent. Je crois qu'on l'a tous plus ou moins. Combien de décisions prenons-nous chaque jour dans notre couple, dans les affaires, dans le business, avec nos enfants, avec nous-mêmes, bien sûr, en fonction de ce dont on dispose comme argent ou pas. Donc ça oriente des décisions très importantes. Et puis l'argent, je l'avais, comme beaucoup, j'ai eu de l'argent de poche, j'ai gagné de l'argent, j'ai gelé de l'argent. Je l'ai volé aussi. Ça m'a valu 2 ans de prison. Donc j'ai aussi connu une relation très passionnelle avec l'argent, d'ailleurs pour me rendre compte qu'en prison, 70 ou 80% des gens qui s'y trouvaient à cause de quoi ? Du fric, voilà aussi. Donc qu'on ait dealé, qu'on ait fait un braquage, qu'on ait assassiné la grand-mère pour lui piquer son bas de laine, peu importe. Mais il y avait toujours des questions aussi souvent d'argent au centre de tout ça. Donc ayant décidé de cheminer en moi-même, évidemment d'aller au-delà de tout l'apprentissage, des souffrances, des thérapies, enfin tout ce qu'il fallait, je voulais aussi comprendre scientifiquement, au bout des choses, ce que voulait dire l'argent. Et je l'ai fait vraiment en parallèle au début des années 2000, avec intelligence collective et puis argent, en me disant mais il y a un lien entre les deux et je ne sais pas dire lequel. Et je me disais mais ça fonctionne certainement comme le nez au milieu du visage, quelque chose d'énorme et je ne le vois pas. Et j'ai eu mon moment de Eureka, je me souviens très bien, en juin 2002, donc je me trouvais dans ma baignoire et puis j'ai couru dans la rue tout nu en criant Eureka, j'ai trouvé. En tout cas voilà, en fait venu sous forme d'une question toute simple. Comment peut-on maximiser l'intelligence collective si les gens se trouvent en compétition les uns contre les autres pour de l'argent rare? Je répète la question, comment peut-on maximiser l'intelligence collective si les gens se trouvent en compétition les uns contre les autres pour de l'argent rare? Donc cette rareté inhérente de l'argent en fait m'a fait voir que, si on prend des termes un petit peu en physique, il y a une force centripète qui nous anime, ça veut dire on a envie de converger vers le centre, on a envie de faire ensemble, on a envie de communier, on a envie de partager les connaissances, les ressources, on a envie de vivre ensemble. Et puis, il y a une force centrifuge qui nous exclut les uns les autres, qui nous amène vers l'extérieur, à un moment où, oui, on travaille tous dans une entreprise, mais maintenant, on doit négocier les budgets, on doit négocier les salaires. Dans un ministère, il faut négocier aussi les budgets ministériels, etc. Et là, la collaboration s'arrête et les forces s'équilibrent, ça n'ira pas plus loin. Donc ça a commencé, vous voyez, sur ce constat tout simple. Et tout de suite, ça a ouvert un pan vraiment énorme pour moi dans mes recherches qui m'a amené à cette question qu'on appelle les architectures invisibles. Alors les architectures invisibles, pour vous aider à comprendre ça, je vais commencer par parler de l'architecture visible. Vous voyez, vous avez choisi ce lieu ici pour vous retrouver. Il n'y a pas de hasard, vous ne l'avez pas fait dans un restaurant ou dans un hall de gare. Vous avez cherché un lieu convivial. On a organisé la salle en 3/4 de cercle pour pouvoir écouter quelqu'un, puis avant que j'arrive, je vous voyais en cercle pour avoir donc des conversations ensemble, ce qu'on fera peut-être après. Donc en fait, l'architecture visible fait qu'un même groupe, ce même groupe ici, suivant de la façon dont on va se disposer dans la salle, eh bien, un collectif très différent va pouvoir en émerger. Et éventuellement, des représentations mentales, des mythes également, vont certainement émerger de manière très différente suivant la façon dont on va se constituer dans un espace. Alors là, je vous parle d'un espace physique. Si on se sépare en petites tables, ou si on se trouvait sur une longue table de restaurant, comme ça arrive, on se met à faire des petits groupes, ou si on se met en cercle, tout ça relève de l'architecture physique et des relations
interpersonnelles différentes émergent, et donc des réalités différentes émergent en fonction de ça. Les architectures invisibles, eh bien, ça va beaucoup plus loin, puisqu'elles existent, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. On vit dedans comme un poisson au milieu de son aquarium. Exemple, dont vous avez parlé déjà depuis hier, et ça va continuer jusqu'à demain, l'argent. Si vous prenez une monnaie qu'on appelle rare, et je reviendrai sur des définitions après, et si vous avez de la rareté inhérente et non questionnée, et si toutes les théories de la société ou de l'économie se construisent autour du prémisse de la rareté, eh bien vous allez avoir des comportements fonctionnant autour de la rareté. Il faut conquérir l'argent. La rareté va créer des lois de distribution, ce qu'on appelle effet Pareto, ou des lois de condensation. Ça veut dire que certains vont avoir énormément et d'autres très peu, et des classes sociales vont s'organiser en fonction de cette rareté. Vous voyez, il y a tout un corps social comme ça qui va se mettre à émerger, non seulement dans sa physique, ça veut dire des classes sociales, des sociétés, des façons de construire le monde, des façons de construire les cités, des façons de construire l'école, mais également des façons de construire le mythe. J'avais fait il y a quelques années une conférence TEDx à Paris qui s'appelait « Après l'argent ». Et j'avais proposé aux gens de démarrer avec une petite paille pour respirer, donc je leur ai demandé de se lever, hein, tu l'as peut-être vu, pardon. Et de leur demander de respirer dans cette petite paille et puis de se mettre à gigoter aussi, de danser. Alors évidemment, on arrive tout de suite en panique respiratoire. On n'a pas assez d'air. Eh bien, en rendant l'air rare, en fait, j'ai rendu l'air artificiellement rare en demandant aux gens d'accéder à cette richesse, l'air, mais non pas directement, mais par un intermédiaire, cette petite paille. Et ça a plusieurs conséquences. La première, ça crée un attracteur, ça invite déjà à piquer la paille du voisin. Comme ça, si j'ai 2 pailles ou 3 pailles dans la bouche, ça ira mieux. Hein. Et éventuellement, si j'en ai beaucoup, de pouvoir commencer à dire qui peut travailler pour moi, et ainsi de suite. Et on pourrait voir une distribution des pailles fondée sur la rareté, comme la distribution de l'argent aujourd'hui. Donc, première conséquence, déjà, ça crée la compétition, cette rareté. La deuxième conséquence, imaginez qu'on naisse tout petit avec une paille dans la bouche pour respirer, on a oublié qu'on a cette paille. De tout temps, on a accédé à l'air par cette petite paille. Eh bien, on pourrait construire des philosophies du monde comme un monde rare, comme un monde dans lequel il faut se battre pour réussir, pour gagner, etc. Vous voyez, ça va très très loin. Donc, ça a commencé dans mes recherches en intelligence collective sur ces fameuses architectures invisibles. Et là, je vous en parle d'une, à savoir comment on architecture une monnaie. Faisons-nous une monnaie rare ou une monnaie suffisante? Enfin, on va voir après, je vais développer sur ces points-là. Eh bien, telle ou telle société va émerger. Je me souviens de ce moment un petit peu genre The Matrix. Je me trouvais dans les rues de New York un jour, il y a une dizaine d'années. Et puis je m'arrête tout d'un coup, mais alors vraiment stupéfait. Et je regarde en fait tout autour de moi, les voitures, qui fonctionnent évidemment à l'économie fossile, les immeubles, les grandes avenues toutes droites, la façon dont les gens marchent, leur habillement. Et je réalise tout d'un coup que toutes ces formes-là, visuelles que je voyais, venaient aussi de l'argent, tout comme nos corps viennent d'un génome. Vous plantez un gland, vous allez avoir un chêne, vous n'aurez pas un sapin. Il y a donc quelque chose dans la structure originelle, dans ce génome, dans cet ADN, duquel un corps social va émerger. Alors non prévisible, si je plante un gland, je ne sais pas exactement quelle forme va avoir mon chêne, mais je vais avoir un chêne. Aucun doute là-dessus. Si on crée une monnaie rare, on va avoir certainement une société hiérarchisée, et plus précisément en intelligence collective, ce qu'on appelle une société à intelligence collective pyramidale. Je pourrais développer après, je fais un petit raccourci là-dessus. Alors voilà, ces recherches donc m'ont amené bien entendu à m'intéresser à toutes les théories de la monnaie, et pas moi tout seul bien entendu, mais avec d'autres. Et pour vous le faire court, aujourd'hui, de nombreuses années après, je me retrouve en train de développer, de manière très concrète aujourd'hui, les infrastructures qui doivent permettre à des tas de nouvelles formes d'économie d'émerger. Et je dis bien des nouvelles formes d'économie, parce que je ne sais pas, moi, ce que les gens à Rio de Janeiro ont besoin de faire. Je ne sais pas ce que la communauté des gens qui veulent manger bio dans le monde peut faire de mieux. Par contre, donner aux gens des outils de composabilité, comme des Legos. Allez-y, prenez ces briques-là et construisez les formes économiques que vous avez, que vous voulez imaginer. Vous n'avez plus besoin de jouer le jeu obligatoire de la finance telle qu'on l'a aujourd'hui.
Aujourd'hui, si je veux m'engager dans la société en tant que citoyen ou en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas d'autre choix que de jouer le jeu de l'argent tel qu'on l'a connu. Donc l'idée de tout ce travail que je fais aujourd'hui consiste à développer l'infrastructure qui donne aux gens de la composabilité. Ça veut dire qu'il va permettre à des collectifs, petits ou grands, locaux ou globaux, territoriaux ou basés sur des valeurs, eh bien de pouvoir composer, de pouvoir construire les infrastructures qui feront circuler les monnaies libres, dont eux ont besoin. Et non seulement eux ont besoin, mais bien entendu de pouvoir créer de l'interopérabilité. Très important, ça, l'interopérabilité. Ça vient aussi avec la question de la composabilité. Je m'explique. La nature utilise la composabilité. J'existe avec de l'ADN. L'ADN, en tout cas, définit, la séquence ADN, mon génome, va définir la personne biologique, en tout cas, que vous avez devant vous, et chacun de nous. Mais cet ADN sert aussi à faire une mouche, ou un champignon, ou un lapin. Et on voit l'immense diversité des formes qui existent dans la nature et qui pourtant restent interopérables entre elles. Quand on regarde un écosystème, il y a une variété d'économies, d'espèces, de représentations certainement de la réalité, de subjectivité, de populations extrêmement différentes, et pourtant ça communique ensemble. Il y a de l'interopérabilité. Eh bien, il semble que notre espèce commence à faire un génome social, à construire l'alphabet qui va permettre à des tas de formes de collectifs de pouvoir se mettre en place, et dont on n'a pas idée aujourd'hui. Je ne sais pas encore aujourd'hui toutes ces formes qui vont arriver. Certaines vont se casser la figure très vite, elles n'ont aucune viabilité. Certaines, peut-être pas belles du tout à voir, vont aussi arriver, mais aussi certaines très intéressantes vont pouvoir émerger. Il y aura peut-être aussi une sorte de darwinisme qui se mettra en place, ou des formes de métamorphose, ça va plus vite que le darwinisme, qui pourra se mettre en place. Alors ça m'amène aujourd'hui à développer, notamment avoir co-développé bien sûr, un standard, enfin une technologie, ou on dirait plutôt en bon français un framework, un protocole qui s'appelle Holochain, dont je pourrais vous parler après, je vous fais un petit tour d'horizon. Holochain, qui va au-delà de la blockchain, mais en tout cas qui introduit les crypto-technologies dans le monde des monnaies libres. Alors pourquoi les crypto-technologies ? J'utilise déjà ce terme générique, parce qu'on entend partout la blockchain, la blockchain, la blockchain. La blockchain, ça fait comme l'avion des frères Wright. Il s'agit du nom d'une seule technologie, et il s'agit d'un prototype. Mais on va beaucoup plus loin que ça. Il va y avoir un foisonnement de technologies, certaines des évolutions de la blockchain, et puis d'autres, des tas d'autres choses, dont Holochain, que j'ai co-développé, fait partie. Ceci est simplement pour vous dire qu'il y a des protocoles qui arrivent, dont je mets le terme générique de crypto-technologie, parce que, à partir du moment où nous envisageons de faire des collectifs distribués, où il n'y ait plus nécessairement une concentration du pouvoir, mais qu'il y ait une distribution du pouvoir et des tas de boucles de rétroaction, ça, je pense en tout cas, j'ai une pensée non pas politique en tant que telle, mais une pensée systémique. Ça veut dire de voir des collectifs plus agiles, beaucoup plus résilients, je vais même dire antifragiles, des collectifs où les gens existent mieux en eux-mêmes et mieux avec le collectif, pas l'un ou l'autre. Des collectifs extrêmement apprenants, des collectifs polymorphes. Vous voyez, si on commence à avoir un cahier des charges systémique comme ça, eh bien ce type de collectif ne peut pas techniquement fonctionner avec l'argent, avec cette vieille technologie, à savoir de créer des pièces ou des unités de compte et qu'on va balancer comme ça dans un écosystème, puis les gens vont se les échanger, et hop, la magie va se faire. On a besoin d'un langage beaucoup plus évolué, et je vais revenir là-dessus. Voilà, ça m'amène aussi aujourd'hui à travailler avec l'Élysée, par exemple, pour aussi aider notre pays à pas rater le coche là-dessus, parce que partout on légifère sur de la blockchain, partout on légifère sur de la tokenisation de tout, c'est-à-dire on exprime la réalité qu'avec des tokens. Et merci Carole d'avoir apporté ces questions-là sur lesquelles je vais développer. On ne peut pas exprimer l'ensemble de la réalité sur des tokens. Imaginez si je vous disais, allez les amis, composez-moi une symphonie, mais vous n'avez que le morse pour le faire. Hein, vous avez voilà, je vous donne du morse, écrivez-moi des symphonies. Vous aurez bien du mal à écrire l'extraordinaire complexité de ce que peut représenter une symphonie. Comment peut-on, avec des tokens qu'on appelle des euros, des dollars, des roupies, des bitcoins, des ETH et j'en passe, comment peut-on représenter
des choses comme la bienveillance, la biodiversité, la performance d'un système, le ranking, la réputation, la confiance, etc. Et certaines choses, on peut, oui, puis il y a plein d'autres choses, d'autres formes de richesses, la plupart du temps des richesses immatérielles, je reviendrai dessus, que l'on ne pourra jamais exprimer avec des tokens. Voilà, donc, pour vous faire un petit peu cette vue d'ensemble, vous voyez, je récapitule, recherche sur l'intelligence collective, recherche sur l'argent, je réalise que l'argent, ça fait partie d'une forme monétaire parmi plein d'autres qu'on peut concevoir, je vais aussi expliquer ça, et puis avec plein d'autres chercheurs, développeurs comme moi, on a avancé, on se trouve aujourd'hui en train de développer les infrastructures pour cette société qui semble se profiler, cette évolution de notre espèce, et donc qui permettra certainement à des collectifs distribués d'exister. D'où d'ailleurs ce terme que j'aime employer du passage de l'homo sapiens à l'holo sapiens, H-O-L-O, c'est-à-dire cet être qui devient holistique, à la fois local et global, porteur à la fois de son collectif à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et qui va participer de manière rhizomatique ou neuronale à tout un ensemble de réseaux et de formes d'économie, et pas simplement une seule, avec un seul jeu imposé de quelques-uns par tous. Alors, je vous propose, parce que j'aimerais bien qu'on interagisse, je ne vais pas parler une heure et demie, rassurez-vous, je parlerai 3 heures, non, je vais faire moins que ça. Mais je vous propose, si vous voulez, déjà maintenant d'entrer un petit peu plus dans le détail, et notamment d'entrer dans des définitions. Parce que une des choses que je constate et qui me semble normale, je dirais qu'on se trouve un peu comme au début de l'aviation. On voudrait faire voler des trucs nouveaux, des espèces sociales nouvelles, mais on ne sait pas comment faire. Alors déjà, je souligne que l'intelligence collective, en tant que discipline de recherche, nous donne un langage de l'ingénierie sociale. Très important ce truc-là. Parce que si on a un langage pour décrire, on a un langage pour construire. Obligatoirement. On ne peut pas construire si on n'a pas un langage qui sait vraiment nommer les choses de manière très précise, par consensus, toute définition relève d'un consensus. Et donc on a, chemin faisant, un langage de l'ingénierie sociale a commencé à émerger, et notamment un langage de cette nouvelle économie. Parce que quand je vous parle de nouvelle économie, ça ne peut plus se restreindre à l'économie de l'argent. Toutes les théories économiques aujourd'hui n'ont jamais questionné le fondamental, à savoir l'argent. Ça veut dire, oui, on parle de valeur, on parle de comportement, bien sûr, mais dans le monde de l'argent. Comment on va dépenser, comment on va gagner, comment on va capitaliser, comment fonctionne le capital. Mais le capital, ça veut dire des quantas, des unités de compte qui vont s'agréger aussi. Donc les fondamentaux, je ne les ai jamais vus questionnés dans les théories économiques. Et il semble que nous nous dirigions vers vraiment une révolution copernicienne de l'économie. Ça veut dire que l'économie va nous permettre de comprendre les systèmes vivants, en général, et pas simplement comment telle entreprise facture à telle entreprise, ou comment tel État fonctionne, ou le PNB, enfin tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors je vous parle de définition parce que je vois, et ça me semble normal, je parcours le monde et je vois partout dans le monde de formidables initiatives, de formidables rencontres aussi qui se font sur des citoyens comme vous et moi qui se questionnent. Ah tiens, on a fait une monnaie complémentaire locale, on a fait des erreurs, on a essayé, on avance, on a appris, et ainsi de suite. Ah tiens, on a fait une monnaie corporate qui essaye de favoriser les flux dans un secteur d'activité. Très bien, on a fait des erreurs, on apprend, et ainsi de suite. La plupart du temps, je vois des choses dans le domaine des monnaies complémentaires. Ça veut dire que ça essaye de dynamiser l'économie, mais sans questionner les fondamentaux de l'économie. Là, on va plus loin quand on parle de monnaie libre. Parce que là, on dit on va vraiment créer une toute autre infrastructure qui peut éventuellement inclure l'argent, mais qui s'avère beaucoup plus vaste. Alors donc, définition, et je vais vous donner des définitions sur lesquelles je travaille. Nous travaillons, ça veut dire les gens aux 4 coins du monde qui travaillent sur ces questions. Je ne souhaite pas vous les imposer, bien entendu, mais simplement pour qu'on se comprenne, en tout cas, pendant le temps de cet échange. La première grande distinction se trouve entre monnaie et argent. Alors, l'argent, techniquement parlant, là je vous donne une définition économique, consensuelle, on appelle ça une monnaie rare. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé, ce terme, en tout cas ces 2 derniers jours, mais une monnaie rare, ça veut dire tout simplement que l'essentiel des gens qui utilisent cette monnaie, des citoyens s'il s'agit d'une monnaie nationale, l'essentiel des gens va faire l'expérience de la rareté de cette monnaie. La rareté, ça veut dire quoi? Ça veut dire, tiens, je voudrais bien monter une entreprise,
mais j'ai pas assez d'argent pour le faire. Rareté. Tiens, si j'avais un salaire un peu plus élevé, je pourrais envoyer mes enfants à l'école. Ben non, je peux pas le faire, j'ai pas assez. Donc il va falloir que je travaille plus ou pour quelqu'un, ou que je fasse d'autres choix économiques, mais qui n'ont pas forcément de rapport avec mes aspirations personnelles. On va parler du boulot alimentaire, par exemple. Ah tiens, j'aimerais bien me donner du temps pour me former, etc. Ben non, j'ai pas assez d'argent pour le faire. Ah tiens, j'aimerais bien me nourrir. J'aimerais bien manger, j'aimerais bien avoir un toit. Ah ben peut-être, mais il va falloir que j'aille quémander du travail et puis éventuellement travailler pour un salaire de misère dans une usine ou quelque chose comme ça, dont le salaire va simplement me nourrir à minima et me permettre de loger dans les locaux de l'usine pour pouvoir retourner travailler le matin. Là, on parle de l'expérience concrète de la rareté de la monnaie. Alors maintenant, pour vous le donner de manière plus théorique et plus générale, la rareté de la monnaie, en fait, on en fait l'expérience déjà tout petit quand on joue au jeu de Monopoly. Hein, voilà. Et en fait, l'histoire du jeu de Monopoly s'avère très intéressante parce que, au départ, l'idée du jeu vient d'une femme aux États-Unis, une femme Quaker, cette communauté Quaker non violente, et qui voulait par le jeu montrer aux gens comment on se faisait avoir en jouant le jeu de la finance. Et la conscience capitaliste de l'époque l'a reprise à son compte, mais sur un effet complètement inverse. Mais analysons un petit peu ce jeu de Monopoly. Alors, on démarre dans une société idéale, puisque on a tous le même capital au départ, hein, qui déjà n'existe pas, mais imaginons. Et puis, on va jouer les dés, donc un petit peu de hasard, quelques décisions, bonnes ou mauvaises, chacun de les prendre. Et puis, va se produire un phénomène assez simple, assez compréhensible. Plus j'ai d'argent, plus je peux en investir. Plus je peux en investir, plus je vais en avoir. Plus je vais en avoir, plus je peux acheter, et ainsi de suite. Donc plus j'ai d'argent, plus j'ai d'argent. Hein. Et puis par contre, moins j'ai d'argent, plus je vais devoir payer un loyer aux autres, et moins j'aurai d'argent. Et de manière un peu chaotique, mais ça suit chacune des courbes, de la personne qui gagne ou des personnes qui vont en banqueroute, suivent des courbes exponentielles. Ça veut dire qu'il y a un moment, ça se met à plonger très vite, et puis boum, on a tout perdu. Hein. Et puis le deuxième joueur, même chose, hein, un peu chaotique, un peu plus, un peu moins, et hop, boum, ça plonge. Troisième joueur, un peu plus, un peu moins, etc. Mais hop, il s'envole et il rafle la mise. Alors ça nous dit des choses très intéressantes. Déjà, une question, qui a gagné ? Qui a gagné ? Dans la banque ? Ouais. Le riche ? Dans la théorie des jeux, voilà, on appelle ça un jeu à mort collective. Il n'y a en fait pas de gagnant, ni la banque d'ailleurs, puisque l'économie s'arrête. Il y a une crise économique majeure. Donc déjà, les gens qui ont fait banqueroute ne peuvent plus échanger entre eux, pas parce qu'on va dire, on va les qualifier de pauvres, mais pas du tout. Ils ont la même richesse, ils savent toujours travailler, ça ne les a pas rendus idiots de ne plus avoir d'argent sur leur compte. Il y a toujours l'eau dans le puits, il y a toujours la pomme sur le pommier. Sauf que les flux de richesse ne se feront plus non pas faute de richesse, mais faute de l'outil, hein, par défaut de l'outil pour les richesses, par défaut de ces fameux tokens, de ces fameux coins, de ces fameuses pièces, comme on les appelle. Hein. Peu importe qu'on parle de bitcoin ou d'euros, ça ne change rien. Il y a un défaut de cet outil d'information pour échanger les richesses. Donc on a une paupérisation artificielle. Et puis la personne qui a tout gagné, si j'ai tous les billets, là, j'ai une belle pile de billets, même chose, je meurs économiquement autant que les autres. Je peux faire du feu avec, je peux tapisser mon mur, ou je peux changer les règles du jeu, je peux les réinjecter dans l'écosystème, et là je change les règles du jeu. Deuxième chose aussi intéressante à noter dans ce jeu de Monopoly, question d'intelligence collective, je peux mettre autour du jeu les gens les plus bienveillants auxquels on puisse penser. On leur dit simplement, faites commerce entre vous. On peut remplacer l'immobilier un peu sauvage par achetez-vous des fruits et des légumes. On remplace chaque chose. Là, alors là, il y a des carottes, là, il y a des choux, là, il y a des pommes, etc. Hein, puis on s'achète des paniers bio. Eh bien, ça ne changera rien. On peut mettre le Dalai Lama, là, très sympa, au milieu du jeu. Vas-y, Dalai Lama, joue. Eh bien, il perdra, non seulement aussi comme les autres, mais surtout, il y aura des riches et des pauvres. La sagesse individuelle ne sert à rien face à une loi physique qui a un nom qu'on appelle l'effet Pareto. P-A-R-E-T-O. Pareto. Ça vous dit quelque chose, ça ? Ça nous vient alors d'un bonhomme que j'admire beaucoup, qui s'appelait Vilfredo Pareto, sociologue et économiste italien, qui à la fin du 19e siècle se déplace dans le monde et visite beaucoup de pays, et se rend compte que, il semble qu'il y ait une loi de distribution de la monnaie, autrement dit de l'argent, cette fameuse loi des 80-20. 20% de la population possède, contrôle 80% des flux financiers. Et que cette loi semble très peu influencée
par la nature du gouvernement ou de l'État, par le système de fiscalité, par la culture, par le climat, par les ressources du pays. Ça semble des variables certes présentes, mais très peu, qui influencent très très peu en fait cette loi de distribution. Et Vilfredo Pareto a écrit ces fameuses équations paretiennes qu'on appelle une loi de condensation. Ça veut dire que techniquement la monnaie se condense. Ça, vous voyez, vous n'entendrez pas beaucoup de gens politiques vous en parler de ça, de cette loi de condensation. Il s'agit d'une loi physique, et d'ailleurs généralisée en 1995 par deux physiciens français du CEA, Bouchot et Mézard. Je connais bien Bouchot, j'ai beaucoup discuté avec lui, on a écrit des papiers ensemble après, qui a montré que la physique aussi, en physique quantique, ces phénomènes parétiens se produisent également. Et surtout, ils ont appliqué leur développement en physique quantique, ils les ont réinjectés dans l'économie pour démontrer une chose intéressante, à savoir que peu importe la fiscalité que l'on va mettre, tant que l'on utilisera des tokens, rien ne pourra aller contre l'effet Pareto. Ça veut dire cette loi de gravitation ou de condensation que rien ne peut arrêter. Sinon l'accélérer. Si ensuite on vit dans une société qui pratique le taux d'intérêt, alors là vous avez un accélérateur parétien absolument extraordinaire. Mais ils ont démontré, alors je ne saurais pas moi refaire les démonstrations, mais ils ont par exemple démontré qu'il peut y avoir des effets systémiques pervers, comme si vous taxez les produits de luxe, eh bien ça accélère, on pourrait penser que ça redistribue les richesses, eh bien non, ça accélère en fait les lois de condensation. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais ils l'ont bien démontré dans un papier. Alors vous voyez, je reviens maintenant, je rembobine, ce qu'on appelle une monnaie rare, ça tient à ça. Ça veut dire, dès que l'on pense tokens, qu'on les appelle euros, rupees, dollars, bitcoin, crypto-monnaie classique, vous aurez un effet systémique émergent de loi de condensation. Plus j'en ai, plus j'ai la capacité d'en capter. Ce qui en soi ne représente pas le vrai problème en fait. La condensation, ça représente une propriété naturelle. Je n'ai pas de jugement moral avec ça. Le problème systémique vient de ceux qui se trouvent sous-monétarisés. Il vient de la sous-monétarisation. Donc ça nous amène à nous poser une question bêtement technique, de dire, ok, si ça a besoin de se condenser là, il y a une activité économique forte, donc ça attire plein de choses. Pareil, il y a plus de sang dans mon cerveau que dans mon orteil. Hein, donc oui, il ne faut pas condamner les lois de condensation. Mais s'il n'y a plus assez de sang dans mon orteil ou dans ma jambe, il va y avoir de la gangrène. Et je vais mourir. Hein. Donc un corps social, il fonctionne de la même façon. À un moment, si les richesses ne peuvent plus circuler, vous avez une partie de la population qui se paupérise artificiellement, et ça meurt. Et ça a des conséquences systémiques sur le reste. Au bout d'un moment, on a scié la branche sur laquelle on se trouvait. Donc comment, finalement, s'il y a des lois de condensation monétaire ici, eh bien les gens là peuvent malgré tout continuer à faire leurs échanges. Les mécanismes de tokenisation ne le permettront jamais. Ça, je vous parle d'une loi physique. Par contre, on a d'autres façons de faire. On a en fait à notre disposition plein de façons de faire et je vais y revenir. Mais voyez, je reviens sur ma définition en amont entre monnaie et argent. L'argent constitue une règle du jeu, comme le Monopoly, un jeu parmi des millions de jeux qui existent ou qu'on peut continuer à concevoir. Eh bien, l'argent, ça représente ça. La monnaie, ça représente un ensemble infini de créativité que nous avons. Alors, je vais venir maintenant un peu plus sur la définition de ce qu'on appelle la monnaie. J'entends encore une fois dans ces nouvelles approches de théorie économique qui se développent et qui ont complètement dirigé tout notre design sur ces infrastructures, dont je vous parlerai aussi après. On définit monnaie, en fait, à partir du terme plutôt currency, du terme anglais currency. Current, see, voir le flux. Ça veut dire, en fait, toute trace écrite qui va nous permettre de voir un flux dans un système vivant. Je répète, toute trace écrite, donc comme des pas dans la neige, hein, une trace sur un support magnétique, papier, on s'en fiche, peu importe, mais qui va nous permettre de voir un flux dans un système vivant. Alors là, on a quelque chose de beaucoup plus vaste, qui transcende, qui inclut aussi des choses comme l'argent, hein, les tokens, on peut les inclure, mais ça va beaucoup plus vaste, ça couvre un champ beaucoup plus vaste. Donc par exemple, une réputation, hein, combien j'ai d'étoiles en tant que restaurant, on appellera ça une monnaie, si on veut l'intégrer dans la représentation d'une richesse. Par exemple, dans le monde de la restauration, les étoiles, ça compte. Dans une université, des diplômes ou des crédits, des examens qu'on a pu passer, ça va devenir aussi ce qu'on appelle une monnaie. Mais pas une monnaie pour acheter ou vendre des choses. Ça représente
autre chose justement que de l'achat et de la vente, et sujet justement qu'ouvrait Carole juste avant moi. Si on demande aux gens, si par exemple on se disait, tiens, on veut créer une constellation monétaire ici, ça veut dire on va définir différentes monnaies qui vont représenter des richesses pour nous. Par exemple, on pourrait se dire, tiens, pour nous, la joie, ça compte. Donc je vous demanderai à chacun d'écrire de 1 à 5 comment vous vous sentez, ou du vert vers le rouge, on peut prendre n'importe quelle notation, peu importe. Mais si vous sentez vraiment en joie, ou plutôt un peu tristounet, ou vraiment très très mal, eh bien ça deviendrait une monnaie. Alors on n'achète pas, on ne vend pas des choses avec, mais ça représente bien un état de richesse du collectif. Alors je vais ouvrir un petit peu plus le champ là-dessus, mais déjà, vous voyez, quand on change ces définitions, ces prémices, tout d'un coup, ça nous ouvre un champ intellectuel et un champ d'ingénierie sociale beaucoup plus grand, forcément, parce que maintenant, si on pense monnaie et qu'on pense système vivant, on va se dire, tiens, comment on peut créer une économie entre personnes qui ont envie de la créer, et comment allons-nous nous représenter toutes ces richesses diverses et variées, dont certaines matérielles, qui doivent certes circuler de main en main. On va se représenter des richesses immatérielles, et on va voir qu'il y a différentes sortes aussi qui existent, je vais détailler ça juste après. On va se poser en fait des questions sur ce qu'on appelle la richesse profonde ou la richesse intégrale. Et justement, pour concevoir les technologies dont je vais vous parler après, on a eu besoin vraiment de se mettre en retrait et de reprendre les basiques, de se dire comment ça marche les systèmes vivants. Il y a quoi qui fait que mon corps peut fonctionner alors qu'il n'a pas d'argent dans mon corps à l'intérieur. Mais il y a des hormones, il y a des systèmes monétaires, il y a des signaux nerveux qui représenteront aussi des monnaies, il y a l'ATP qui va transformer aussi l'énergie, etc. Il y a plein de choses en fait qui se jouent dans mon corps, qui font que mon corps peut fonctionner en tant qu'entité économique, et donc qui vraiment étendent notre compréhension de la théorie économique. Donc on a dû aller sur les fondamentaux pour se dire, ok, si à l'avenir maintenant on veut faire de l'ingénierie sociale, ça veut dire créer donc des collectifs qui vont utiliser d'autres outils que l'argent pour pouvoir réguler leur économie, ou créer ou construire leur économie. Comment ils vont designer ça? Quel langage, quelle ontologie vont-ils utiliser? Et ensuite, quelle infrastructure technique? Parce qu'il faut de l'infrastructure technique pour arriver à le faire. Qu'on fasse du papier ou du crayon, on a de la technologie. Ou qu'on fasse des crypto-technologies, on a de la technologie également. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon sur quelque chose de fondamental qu'on appelle la richesse intégrale. Je vais utiliser quelques slides ici, si ça veut bien marcher. Richesse intégrale ou richesse profonde, il y a différentes façons en anglais, on a plutôt tendance à parler de deep wealth. De richesse profonde en anglais, en français ça me plaît moins, mais enfin chacun de prendre sa définition. On part des fondamentaux. Voilà. Ok, prenons donc le truc classique, le kilo de patates, souvent cité en exemple, qu'on va décider de représenter comme une richesse, à savoir des pommes, des patates, de la nourriture, enfin peu importe, ou bien une voiture, ou bien de l'électricité, des électrons qui vont d'une centrale de production à chez nous. On va appeler tout ça de la richesse mobile. Mobile parce que ça va d'un agent à un autre, ça va d'une main à une autre, ça va d'une personne à une autre. Deuxième niveau de richesse, si je vous montre une empreinte écologique, je vous parle d'une empreinte écologique, ou bien de biodiversité, on va compter combien il y a d'espèces d'animaux ou de végétaux dans la forêt du coin, par exemple, ou bien on fait un test sanguin, combien j'ai de plaquettes, combien j'ai de globules, etc. Ou bien la qualité d'un objet, on va le soumettre à des tests de résistance, autre chose comme ça, ou bien le temps, si ça veut passer, voilà. Là, on va parler d'une richesse qu'on peut en fait compter. Donc, on peut compter le temps, on peut compter les espèces d'oiseaux, etc. Voilà, donc deuxième type de richesse, cette richesse qu'on peut compter. Troisième forme de richesse, si vous gagnez la médaille d'or du meilleur pâtissier, par exemple, ou bien vous faites les Jeux Olympiques et vous montez aussi sur le podium, ou vous remportez un concours pendant les études, ou bien si on vous considère comme le meilleur vendeur, ou peu importe, eh bien là, on va parler d'une troisième forme de richesse qu'on appelle la richesse ordonnable. La richesse ordonnable, ce qui compte, tient à comment ça se place par rapport aux autres. Ce restaurant fait-il une meilleure nourriture que tel autre? Cet aliment apporte-t-il de meilleurs nutriments pour la santé ou pas, etc. Donc la façon d'ordonner les choses, ça représente aussi une forme de richesse.
Et puis, quatrième forme de richesse, alors là, je n'ai pas d'image parce qu'il s'agit de choses très abstraites. Si on parle, par exemple, de l'harmonie, de la confiance, de la joie, là, je vais vous parler de richesse humaine, complètement subjective, et on parle de richesse énonçable. Je ne peux que l'énoncer subjectivement. Je vais dans un restaurant, je l'ai trouvé bon, ok, subjectif. Je peux mettre des étoiles après. Mais il y a quelque chose de complètement subjectif d'abord, qui doit venir de ma subjectivité. Alors récapitulons tout ça, justement. Désolé, ça ne marche pas très bien. Voilà. Donc j'ai commencé avec ce premier exemple, ce qu'on appelle les richesses mobiles, qui vont d'une main à une autre. Exemple, mon kilo de patates. Ensuite, deuxième niveau, ce qu'on appelle les richesses mesurables, ou qu'on peut compter. On va prendre un protocole, on va mesurer combien il y a d'oiseaux dans un parc, quelle température il fait, enfin des choses comme ça. On fait ça suivant un protocole. Exemple, une empreinte écologique. Troisième niveau, ce qu'on appelle des richesses ordonnables. Hein, dans quel ordre ça arrive? Et donc là, exemple, une médaille d'or qu'on a pu gagner sur les Jeux Olympiques ou autre chose. Et puis quatrième niveau, ce qu'on appelle les richesses énonçables, par exemple la confiance. Et il y a un cinquième niveau que je n'ai pas évoqué, mais qu'on appelle aussi les richesses potentielles. Alors la richesse potentielle, très importante, parce qu'il s'agit de ce qui va nous mettre en mouvement. À partir du moment où je veux monter une entreprise, ou réaliser des études, ou aller grimper cette montagne là-bas, je vais forcément me mettre en mouvement pour construire, capter, conquérir, vivre une richesse. Subjective, matérielle, peu importe, mais potentielle en tout cas. Ça me met en mouvement, ou ça nous met en mouvement ensemble. Notons justement maintenant, si on récapitule tout ça, que toutes ces richesses, peu importe lesquelles, font partie de la catégorie énonçable. J'énonce mon kilo de patates comme une richesse. J'énonce mon empreinte écologique comme une richesse. Mais pas toutes, mais certaines, font partie des richesses énonçables et ordonnables. Et pas toutes, mais certaines, font partie des richesses énonçables, ordonnables et mesurables. Et puis une petite portion des richesses font partie des richesses énonçables, ordonnables, mesurables et mobiles. Et là, très intéressant de constater que l'argent, donc les monnaies rares, et toutes les théories économiques n'ont servi qu'à parler de ce qui se passe au centre de ces grands cercles ici. Tout le reste, ça restait dans la tradition orale, ça restait dans d'autres sphères de la société, mais pas pris en compte ou très peu pris en compte par l'économie. Et aujourd'hui, évidemment, on se gratte la tête pour savoir comment avoir un langage intégré, comment faire des systèmes qui nous permettent de prendre en compte absolument tout. Et ça, on ne pourra pas le faire, évidemment, qu'avec des tokens ou des euros ou des dollars. On a besoin d'un langage beaucoup plus riche pour parler de tout ça. Voilà, alors, je ne vais pas continuer beaucoup plus loin, je préférerais qu'on échange. Peut-être finir sur ces fameuses crypto-technologies. Vous allez voir arriver, donc dans les années qui viennent, enfin ça commence maintenant, à partir de différents standards qui arrivent. Je vous parlais de Holochain. Alors on parle beaucoup de la blockchain actuellement. Je pense que pour ceux qui connaissent, vous savez que ça consomme beaucoup d'énergie, que ça a finalement, par effet Pareto, reconcentré le pouvoir. Vous avez 80% des miners qui se trouvent en Chine. Et sur ces 80% qui se trouvent en Chine, vous avez un petit pourcentage qui tient la main sur le mining de la blockchain. Donc, on retrouve la concentration du pouvoir. On retrouve d'ailleurs aujourd'hui le même phénomène de concentration du pouvoir qu'il y a eu avec les lettres de change. Lorsqu'au lieu de déplacer de l'or, on a fait des lettres de change qui représentaient une quantité de richesse, ça demandait un boulot assez spécialisé et ça demandait de la certification. Et donc, les métiers de la banque ont fini par émerger, et avec toute l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des prises de monopole, évidemment, très importantes là-dessus. Eh bien, le même phénomène se reproduit aujourd'hui autour de la blockchain, parce que quand on design quelque chose, quand on design une technologie, elle peut sembler très bien sur le papier comme ça, il y a une très belle intention derrière la blockchain, mais il faut s'intéresser aussi à ces émergences systémiques. Et on peut avoir un effet contraire, exactement comme le jeu de Monopoly. Vous pouvez mettre des gens très bien intentionnés qui vont faire commerce entre eux, mais ils utilisent des tokens, des jetons, peu importe comment ça s'appelle, et ils vont finir avec des riches et des pauvres, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'il va y avoir des lois physiques qui émergent de manière systémique. Donc voilà, très important de comprendre le rôle de ces choses-là, et donc arrivent des technologies, je vous cite Holochain, je pourrais détailler après si vous voulez qu'on en parle, mais d'autres vont arriver, mais qui vont en tout cas résoudre ces problèmes, faire que ça ne consomme pas d'énergie, qu'il n'y a pas besoin de concentrer du pouvoir de validation dans les mains de quelques-uns, que ça va très très vite, que ça va permettre des tas de micro-interactions
parce que le coût énergétique et le coût infrastructurel s'avérera quasiment nul. Voilà, ces choses-là arrivent. On a besoin de crypto, ça veut dire d'encrypter, de cryptotechnologie, si nous voulons faire des collectifs distribués. Sinon, on retombe dans le modèle serveur-client. Ça veut dire quelques personnes en charge de faire une plateforme, même avec une bonne intention. Hein. Il n'y a pas que des méchants Facebook et des méchants Amazon. Il y a aussi plein de choses bien fichues avec des bonnes intentions. Néanmoins, dès que l'on centralise, ça veut dire qu'on a un petit groupe de personnes en charge des décisions. Elles peuvent faire des erreurs. Elles peuvent très rarement, sinon jamais, avoir la bande passante nécessaire pour gérer l'immense complexité de l'objet social dont elles ont la charge. Il y a un potentiel évolutionnaire d'une plateforme centralisée limité à l'intérêt de ceux qui la contrôlent, cette plateforme. Et donc souvent, on le sait, hein, quand on a quelque chose de gratuit, ça fait de nous le produit, hein, ou la proie, peu importe. Donc on voit aujourd'hui tous les abus qu'il peut y avoir, mais aussi toutes les défaillances. Si on tire dans la tête, si on attaque un serveur, ça peut évidemment aussi avoir des conséquences dramatiques pour tout l'ensemble des gens, de même que si l'on attaque un dirigeant aussi, un président, etc., ça peut mettre aussi un pays à feu et à sang. Donc vous voyez, ça a une très très faible résilience, ce modèle-là. Donc les systèmes vivants fonctionnent différemment. Je n'ai pas une cellule PDG dans ma tête qui donne des ordres aux cellules vice-présidents, et ainsi de suite. Et ça se divise en services et départements. On voit que le vivant a trouvé des façons de faire qui font qu'il y a bien une cohérence, il y a du chaos, la théorie du chaos, mais ça marche plutôt très bien ensemble. J'ai 30 000 milliards de cellules et probablement 10 fois plus de bactéries là qui fonctionnent en cet instant, plutôt pas trop mal. Donc comment s'inspirer finalement de modèles beaucoup plus sophistiqués, et en se disant probablement l'intelligence collective pyramidale aura représenté pendant quelques milliers d'années une étape de transition. Ça veut dire de passer du mode tribal, de ce qu'on appelle l'intelligence collective originelle, le petit groupe, qui lui fonctionne, chacun voit tout le monde, on fonctionne dans l'économie du don, on se donne et on reçoit parce qu'on sait où ça va. À passer à l'économie de marché à travers l'intelligence collective pyramidale, transition, quelques milliers d'années, ça va vite. Hein. Et puis là, il semble que l'humanité ait besoin de créer des collectifs beaucoup plus élaborés, beaucoup plus holistiques, à la fois locaux et globaux, avec des gens beaucoup plus individués. Et oui, mais si les gens s'individuent, ça fait de la complexité sociale. Et donc, on a besoin des technologies de la complexité sociale. On a besoin des technologies de l'intelligence sociale augmentée. Voilà ces choses qui arrivent. Et l'intelligence sociale augmentée, et ce passage vers l'Homo sapiens, aura besoin des cryptotechnologies. Je pourrais détailler après, si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin là-dessus. Alors, je vais m'arrêter là pour cette première intervention, puis surtout j'aimerais qu'on puisse interagir. Si vous avez des questions, des points de vue, des opinions, des contributions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Merci. Avec plaisir.